Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le ciel ce jour-là était d'un gris lourd, presque menaçant. La pluie s'abattait en un rideau dense et froid, comme si le ciel lui-même pleurait, rejetant sur la terre le poids d'une douleur invisible. Les gouttes ruisselaient en fil sur les larges feuilles des arbres, frappaient les tombes alignées, et se mêlaient au silence pesant du cimetière. Alexander Grayson, l'un des hommes les plus riches et influents de New York, était à genoux devant une tombe immaculée, un bloc de marbre blanc poli qui tranchait avec la grisaille environnante. Son costume, un chef-d'œuvre taillé sur mesure dans les ateliers prestigieux de Milan, était désormais trempé, collant à sa peau comme une seconde douleur. Ses mains, habituellement si assurées, tremblaient légèrement, trahissant un désarroi qu'il ne s'autorisait jamais. Ses lèvres bougeaient imperceptiblement, répétant une phrase qu'il avait lue et relue, 100 fois, 1000 fois peut-être, depuis qu'il avait découvert cette tombe. Elise Grayson. I forgave you. Il fixait ces mots, gravés avec une précision presque cruelle, sans comprendre. Pourquoi ce pardon? Pourquoi ce geste d'une tendresse si inattendue, mais aussi si douloureuse? Et surtout, pourquoi maintenant, à ce moment où il ne ressentait que le vide immense d'une absence irréparable? Une douleur sourde, comme un écho lointain d'un passé trop lourd à porter, s'enroulait autour de son cœur. Il avait passé des années à reconstruire sa vie, à enterrer ses espoirs avec elle, croyant à jamais refermer ce chapitre. Mais aujourd'hui, au milieu de cette pluie battante, tout semblait s'effondrer. Alors qu'il restait là, immobile, perdu dans ses pensées, une silhouette fragile apparut à travers le voile gris de la brume. Une petite fille avançait doucement, ses pas à peine audibles sur le sol détrempé. Elle était maigre, vêtue d'un manteau trop grand qui pendait sur ses épaules comme un costume volé, et ses cheveux sales tombaient en mèches désordonnées autour de son visage marqué par la vie. Mais ce qui captivait le regard d'Alexander, ce fut ses yeux, un bleu profond et intense, une étincelle étrange, presque surnaturelle. La fillette s'arrêta à quelques pas de lui, sans un mot. Le temps sembla suspendre son cours, la pluie ralentit, comme si le monde retenait son souffle. « Ta fille est en vie », murmura-t-elle, d'une voix douce mais ferme. Alexander tourna lentement la tête vers elle, le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir briser sa cage thoracique. Sa voix sortit rauque, presque étranglée par l'émotion. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» demanda-t-il, comme s'il espérait que la brume l'emporterait au loin, qu'il pourrait se réveiller de ce cauchemar éveillé. La petite fille le regarda droit dans les yeux, sans la moindre trace de peur ou d'hésitation. Son regard était une promesse, une certitude qui déstabilisait tout son être. « Élise ? Elle vit. Mais elle n'est pas ici. Tu regardes au mauvais endroit. » Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, elle fit volte-face. Ses pas s'éloignèrent, étouffés par la pluie, et elle disparut dans le brouillard dense du cimetière, laissant Alexander seul face à son trouble. Un silence profond s'installa, seulement brisé par le bruit régulier des gouttes tombant sur le marbre froid. Alexander resta là, figé, le souffle court. Cette révélation, aussi improbable qu'elle fût, allumait une lueur d'espoir au milieu du chaos de ses pensées. Une lumière fragile, mais réelle. Sa fille était vivante. Et quelque part, il y avait encore une chance de la retrouver, de réparer l'irréparable. Il se releva lentement, le poids de la pluie sur ses épaules se mêlant à celui d'une promesse silencieuse, il n'abandonnerait pas. Pas cette fois. Le soir même, Alexander ne trouva aucun repos. Le silence pesant de sa vaste demeure semblait se moquer de son agitation intérieure. Allongé sur son lit immaculé, il fixait le plafond sans vraiment le voir. La voix de cet enfant résonnait dans son esprit, claire, nette, presque palpable, comme un écho venu briser le mutisme de ses années de douleur. 7 longues années s'étaient écoulées depuis qu'on lui avait annoncé qu'Élise, sa fille unique, avait disparu, emportée par les eaux glacées d'un lac isolé dans le Vermont, lors d'un camp d'été. L'image de cette journée funeste hantait ses souvenirs, la panique, la recherche effrénée, puis l'annonce fatale. Le corps d'Élise n'avait jamais été retrouvé, seulement un collier brisé, retrouvé au bord de l'eau, témoignage silencieux d'un drame irréversible. Trop brisé pour laisser place au doute, disait-on. Mais ce soir, rien ne collait plus à cette certitude. Une enfant inconnue,
aux yeux d'un bleu saisissant et à l'innocence troublante, venait de lui souffler l'inimaginable, Élise était vivante. Ne pouvant lutter contre cette vague d'espoir mêlée de peur, Alexander se leva, délaissa son lit froid et se mit à fouiller frénétiquement dans ses archives personnelles. Des cartons, des classeurs, des piles de dossiers, il avait tout gardé, chaque fragment de cette histoire déchirante. Rapports de police, coupures de journaux jaunis, témoignages, photos au regard figé dans le temps. Son regard scrutait chaque document, chaque détail, comme s'il pouvait ainsi rattraper le passé, le déconstruire pour y trouver la vérité cachée. La nuit avançait quand il prit une décision, il ne pouvait plus avancer seul. Il fallait qu'il engage quelqu'un d'expert, capable de sonder ses ombres, d'éclaircir les zones obscures. Il contacta Walter Pierce, un ancien agent du FBI, connu pour sa discrétion et son sens aigu de l'enquête méticuleuse. Lorsque Walter arriva, Alexander sentit qu'il tenait peut-être enfin une chance. Mais un doute l'assaillit. « Vous ne me prenez pas pour un fou ?» demanda Alexander, la voix rauque d'émotion. « Tout père qui sent que son enfant est en vie mérite qu'on l'écoute », répondit Walter calmement, avec un regard qui traduisait un respect profond. Walter rouvrit le dossier, feuilletant les rapports avec minutie. Très vite, quelque chose attira son attention. D'après le rapport officiel, Élise s'était éloignée du groupe de façon autonome, lors d'une randonnée en forêt, à proximité du lac. La dernière personne à l'avoir vue était Amber Jennings, une monitrice expérimentée du camp. Mais Walter découvrit que cette femme avait quitté le pays un mois après la disparition, sans raison apparente. Pire encore, personne n'avait jamais cherché à enquêter sur ses liens avec un certain docteur Whitlow, psychiatre controversé engagé dans des projets secrets pour une fondation privée, connu pour ses méthodes non orthodoxes et ses expériences mystérieuses. Un frisson parcourut Alexander. Quel secret s'enfouissait sous cette disparition ? Dévoré par l'obsession, Alexander retourna au cimetière, malgré la pluie et la nuit tombante. Il espérait revoir la petite fille aux yeux bleus, cette énigme venue du passé. Il ne fut pas déçu. « Pourquoi tu me dis ça ? Qui es-tu ? demanda-t-il, la voix tremblante d'espoir et de peur mêlée. Elle m'a demandé de te le dire. Qui ? Élise ? Où est-elle ? La petite fille leva les yeux vers lui, son regard profond et triste comme un abîme. On lui a fait oublier qui elle est. La piste du docteur Whitlow mena Walter et Alexander bien loin des lumières scintillantes de New York, jusqu'à une vieille clinique abandonnée, nichée dans une vallée reculée du Massachusetts. Le bâtiment, aux murs décrépits et aux fenêtres obstruées, semblait figé dans le temps, un vestige oublié de pratiques dont on ne voulait plus entendre parler. Walter fouilla dans les archives poussiéreuses, ses doigts parcourant des dossiers oubliés. Il découvrit que la clinique avait accueilli pendant des années des enfants orphelins, recueillis par des fondations soi-disant humanitaires. Mais un détail glaçant ressortit, plusieurs de ces enfants avaient mystérieusement disparu des registres d'état civil. Pas adoptés, pas décédés, juste, effacés. Comme s'ils avaient été avalés par l'oubli. Une collection de photos retrouvées dans un carton jauni bouleversa Alexander jusqu'au plus profond de son être. Sur l'une d'elles, une jeune fille aux traits étrangement familiers, les yeux hagards et cernés, était assise au fond d'un dortoir vide. Il aurait juré reconnaître Élise, mais dans cette image, elle paraissait plus âgée, prisonnière d'un passé qu'on lui avait volé. Ils lui ont lavé le cerveau ? Murmura Alexander, la gorge nouée. Ou ils l'ont gardée enfermée. Pour des expériences, pour de l'argent. Répondit Walter d'une voix basse, presque amère. Ce genre de choses, on n'en parle jamais à la télé. Mais ça existe, et c'est bien plus terrible qu'on ne l'imagine. Les jours suivants, Walter poursuivit son enquête, traquant des indices, interrogeant d'anciens employés, des voisins effrayés. Un soir, il revint enfin avec une adresse, écrite à la hâte sur un bout de papier jauni. Une maison isolée, perdue au creux des montagnes, loin des regards indiscrets. Selon ses sources, elle était tenue par une certaine Madame Ali, une ancienne infirmière de la clinique. On racontait qu'un groupe d'enfants y vivait encore, sous une surveillance étroite, à l'abri des yeux du monde. Alexander, malgré l'avertissement de Walter, décida d'y aller seul. Il voulait voir de ses propres yeux. Ressentir, toucher cette vérité enfouie. La maison se dressait, austère,
entouré d'un jardin mal entretenu. Le vent faisait bruisser les feuilles mortes, et un silence lourd régnait. Pourtant, au loin, il aperçut des enfants jouant sous une surveillance discrète, comme des oiseaux dans une cage invisible. Au fond du jardin, une balançoire se balançait doucement. Assise dessus, une jeune fille d'environ 15 ans, le visage fermé, le regard perdu dans le vide. Alexander s'approcha, le cœur battant à tout rompre. Il osa murmurer. « Élise ?» La jeune fille leva lentement les yeux vers lui, sans émotion, sans reconnaissance. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, sa voix froide et distante. Le souffle d'Alexander se coupa. Son cœur se brisa en 1000 morceaux. Elle ne le reconnaissait pas. Alors, derrière la jeune fille, la silhouette fragile de la petite fille au haillon apparut à nouveau, comme sortie des ombres. « Je t'ai dit qu'elle était vivante, » dit-elle doucement, presque comme une prière. « Maintenant, c'est à toi de lui rappeler qui elle est. » Le poids de ces mots tomba lourdement sur Alexander. La bataille ne faisait que commencer. Il revint chaque jour, sans jamais faillir. Parfois à l'aube, parfois au crépuscule, il franchissait le portail de la maison isolée, le cœur battant d'espoir et de peur mêlée. Il apportait avec lui des petits trésors du passé, des objets, des photos, des mots d'une époque où tout semblait encore possible. Il lui chantait doucement les chansons qu'elle aimait, celles qu'il lui avait fredonnées pour l'endormir, et parfois il la surprenait avec des airs plus joyeux, ceux qui avaient rythmé leur promenade en bateau sur le lac, quand l'été caressait la peau et que le monde semblait suspendu au temps. Il lui parlait des livres qu'elle dévorait, des histoires qu'elle connaissait par cœur, lui racontait les détails de leurs escapades, les rires partagés, les rêves murmurés au creux de la nuit. Il évoquait tendrement sa peluche fétiche, Mr. Moonlight, un petit ours gris à la fourrure douce, compagnon fidèle de ses nuits agitées. Elle restait souvent figée, comme enfermée dans un monde lointain, ses yeux parfois vides, perdus dans un brouillard d'oubli. Mais Alexander ne baissait pas les bras. Chaque mot, chaque geste, chaque souvenir semé était une graine plantée dans le silence. Puis, un jour, comme un miracle fragile, une larme solitaire coula lentement sur sa joue pâle. « Mr. Moonlight ?» murmura-t-elle, presque dans un souffle tremblant, comme si un voile se déchirait doucement. Alexander sentit son monde basculer. Il tomba à genoux près d'elle, le souffle coupé, les mains tremblantes. « Oui, ma fille. C'est moi. Papa. Tu es Élise. » Elle se laissa aller, ses épaules tremblèrent, et elle pleura enfin, déversant des années de silence et de douleur dans ses bras. Ce jour-là, le lien brisé commença à se réparer, fragile mais réel. Quelques mois plus tard, Alexander fit retirer la stèle en marbre blanc, ce symbole de perte qu'il ne pouvait plus supporter. À sa place, il fit ériger une plaque simple, gravée d'un message sobre mais puissant, un hommage à tous ceux qu'on avait cru perdus, mais qui, contre toute attente, avaient survécu. À ceux qu'on a cru perdus, mais qui ont survécu. La petite fille au haillon, dont il avait appris le vrai nom, Lena, devint une partie intégrante de sa famille. Alexander l'adopta officiellement, lui offrant un foyer, une vie nouvelle, loin des ombres du passé. Mais il ne s'arrêta pas là. Avec Lena et Élise à ses côtés, il fonda une organisation dédiée à la recherche et au soutien des enfants disparus, oubliés, volés, un combat pour la lumière et la justice. Chaque jour, face au regard désormais plein de vie de sa fille retrouvée, il répétait doucement, comme une promesse gravée dans son âme. « Tu es revenu de si loin. Mais je ne te perdrai plus jamais. »